Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Adeline. Bonsoir Guillaume. Tu peux m'appeler Guillaume. C'est un grand honneur Adeline. Donc vous ne la connaissez pas forcément toutes et tous, mais Adeline est une artiste multiple qui a été actrice au cinéma, comédienne dans des séries télé et également au théâtre où elle défend un one-man show qui s'appelle Adeline Zaru de A à Zen. Enfin Zen, la nouvelle version. J'ai oublié un mot. Enfin ouais, Zen. C'est pas grave. Et il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré Adeline, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo en relation avec le milieu du spectacle théâtre one-man show. Et donc, bref, j'étais à Nice, j'étais assis à la terrasse d'un bar en train de boire une excellente Guinness. Tout se passait très bien, et là il y a une tornade qui arrive. Et donc c'était cette personne, Adeline, et elle me dit est-ce que ça vous dirait de venir voir mon spectacle, je joue ce soir, passez par billet réduit, vous aurez les billets moins chers. Et je lui dis ok, j'ai vu qu'elle avait des flyers, je lui dis ok, donnez-moi un flyers. Et je me suis dit dans ma tête, si elle en est là, d'aller nous démarcher, c'est que le spectacle est pas très bon, mais c'était une grosse erreur, vous allez voir. Bref, en fait elle me dit qu'elle a plus assez de flyers, donc elle me demande est-ce que ça vous dérange pas de prendre le flyer en photo. J'ai pris le putain de flyer en photo. J'ai fini ma bière et je me suis laissé porter par la curiosité. Je suis allé voir le spectacle et là j'ai vraiment pris une baffe incroyable parce que le spectacle est vraiment super drôle. Ça dure à peu près 1h15, c'est ça ? C'est ça, ouais. 1h20. Enfin, 1h15. Et non, j'ai trouvé que c'était un tour de force parce qu'on était 17 personnes. En fait, ce qui m'a impressionné, t'as démarché tout le monde quasiment toi-même. Pratiquement, ouais. T'es allé les chercher dans des terrasses, à droite à gauche, dans Nice. Même dans le train. Dans le train en arrivant à Nice. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible après d'être sur un spectacle, parce que ça c'était quoi, 1 heure avant la représentation ? Même pas, ouais. Enfin, je sais pas, oui, à peu près. Au moins 1 heure, ouais. Et le spectacle, je me suis marré tout du long, parce que moi je suis assez timide. Et Adeline, en fait, ce qu'elle a demandé assez rapidement dans le spectacle, c'est de faire lumière sur tout le monde. Ah oui. Parce que normalement les artistes, ils se font éclairer. Et le public est dans la pénombre pour pas trop que ça soit gênant, je pense, pour l'artiste, qui voit pas trop le public. Et même pour le public, parce qu'il y a des gens comme moi qui peuvent être assez timides, même d'autres personnes dans la salle. Et ouais, t'as réussi à mettre tout le monde à l'aise, t'as fait des vannes sur tout le monde, t'as interagi avec le public d'une façon que j'ai pas vu non plus tous les spectacles. Mais j'avais jamais vu en fait cette interaction avec le public, c'est ça qui m'a vraiment bluffé. C'est que tu vois, Dieudonné, que j'étais allé voir il y a quelques années, lui il a des vannes préprogrammées où il répond automatiquement en fait. Il pose une question et c'est un truc implicite avec le public, mais toi en fait tu faisais des vannes spécifiques sur certaines personnes. À un moment donné il y a un mec que t'avais certainement démarché dans un bar qui avait trop bu et qui parlait trop. Et il était devant en plus, c'était sympa. Et il était venu avec sa bière en plus. T'as interagi avec, enfin bref, j'étais mort de rire. Et... Il partait pisser, tranquille, il était à la maison, il était chez lui. Et après c'est le spectacle, parce qu'au début j'ai eu peur. J'ai vu le flyer, je me suis dit de A à Enfin Zen. J'avais peur que ça soit un truc, tu sais, féministe, vegan, de lâcher prise, tu sais, genre j'aime la nature, machin. Alors, il y a un peu de ça, mais en fait, c'est... T'en ressors avec un super bon message parce qu'on a traversé vraiment 2 années très très compliquées. Avec évidemment le confinement, après le pass, etc. C'était très très dur. Je pense qu'il y a vraiment des répercussions psychologiques qui sont assez énormes. Et j'en suis ressorti avec vraiment un énorme sourire et j'entendais des gens devant moi, le couple. Il y a un mec que t'as interpellé qui était un peu grisonnant. T'as fait une vanne dessus, ça m'a fait mourir de rire. Et ils ont adoré également ton spectacle. Et moi je me suis dit, j'aimerais vraiment en fait reprendre contact, faire une interview et parler un peu du milieu du spectacle, de faire un one-man show. Parce que moi ça m'a vraiment bluffé que tu vas démarcher les gens par la force des choses parce que t'as pas de promo actuellement, t'as pas assez de promo. Tu fais un spectacle incroyable, 1h15 avec une énergie de dingue. En plus, il y a un super message. Il y a une vanne, je vais pas la spoiler. Je t'ai demandé si c'était vrai ou pas, je vais pas vous le dire. Qui m'a mis un peu... Du coup, ça crée un effet un peu... T'es un peu décontenancé. Parce que tu sais pas si c'est vrai ou faux. Parce que c'est à un moment donné, je vais pas spoiler la vanne, mais tu dis, mais vous avez aucune empathie. Parce qu'il y a un moment, en fait, bon, déjà pour résumer un petit peu mon spectacle, qu'on sache de quoi on parle. Donc c'est un spectacle que j'ai créé en 2019, ça faisait 15 ans que je le procrastinais parce que bon, je suis comédienne, j'ai fait le Conservatoire National de Paris, la grande école de théâtre de Paris, je suis sortie il y a quelques années, donc depuis ma sortie du conservatoire, je joue beaucoup au théâtre, j'ai beaucoup joué dans de nombreuses pièces, des théâtres de boulevard, au théâtre de la Michaudière à Paris, dans 2 mises en scène de Jean-Luc Moreau. Avec des grands noms du théâtre, j'ai joué aussi avec Roger Planchon qui est décédé il y a quelques années.
Marie-Christine Barrault, enfin bon, voilà, des gens vraiment, des grands artistes, des grands acteurs et actrices. Et donc, ça fait, depuis ma sortie du conservatoire, déjà au conservatoire, j'avais mes amis Jonathan Cohen, Audrey Lamy, pardon. Et Audrey avait déjà monté son One Woman Show, donc moi j'avais aussi envie de le monter, mais je le procrastinais, je repoussais toujours au lendemain, tout le temps. Et bon, je jouais beaucoup au théâtre, mais dans les pièces des autres. Et jusqu'au moment où je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse aussi, enfin. Et donc j'ai écrit justement un spectacle sur ce thème-là, parce que j'ai eu plein d'idées de spectacles au fur et à mesure. J'ai écrit plein de débuts de spectacles. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même eu l'idée d'appeler ça Zaru et ses débuts. J'ai eu aussi le premier showcase de 30 minutes que j'ai fait, qui était plus un work in progress, où la moitié était improvisée. Enfin, j'avais écrit une trame, mais ça s'appelait Burn Out. Ouais. Et pourquoi t'as changé le titre? Alors pourquoi j'ai changé le titre? Parce que le spectacle a changé, que c'est plus vraiment le thème, parce que c'était vraiment burn-out. Pourquoi burn-out? Parce que c'était focalisé sur mes histoires foireuses avec les mecs, et comme quoi j'étais en burn-out de mes histoires de burn, en gros. Et j'avais même fait une collecte Ulule pour louer la salle du gymnase pour faire mon showcase, etc. Vous êtes venu nous présenter votre One Woman Show, votre Burn Out. D'ailleurs, pourquoi ce titre? Eh bien écoutez, tout simplement parce que je suis en burn out total, c'est-à-dire que je suis en burn out des mecs. J'adore les hommes, mais je suis contre leurs histoires, leurs baratins, leurs belles paroles. Oui. Donc voilà, pourquoi burn out, tout simplement. Bon, finalement, j'ai loué une petite salle au gymnase et j'ai fait ce showcase et voilà, donc Et puis après, donc je procrastinais encore parce qu'il fallait peaufiner, il fallait vraiment écrire une version. Et en fait, c'était donc il y a 3 ans, donc juste avant la pandémie. J'ai toujours un ami qui m'accompagnait et qui m'a vraiment aidé à accoucher de ce spectacle, qui s'appelle Thomas Poitvin, que vous devez peut-être connaître parce qu'il s'est fait connaître pendant le confinement. Pour lui, le premier confinement a été extrêmement bénéfique, vu qu'il a créé les perruques de Thomas sur Instagram, un programme court où il joue plusieurs personnages avec des perruques différentes. Donc allez le voir si vous ne le connaissez pas déjà, parce qu'il est extraordinaire. Et il en a fait son One Man Show, qu'il a joué au Rond-Point et en tournée, bon bref. Et donc Thomas, qui a écrit les premières versions du spectacle avec moi, et sans lui vraiment j'aurais toujours pas accouché de ce spectacle, que j'ai créé au Mélo d'Amélie en 2019. Donc juste avant le Covid. Donc la meuf, ça fait 15 ans qu'elle procrastine et c'est pas de bol. Et elle le pond juste au moment où on est confiné. Donc, du coup, c'est quand la première fois que tu as pu le jouer? Alors j'ai pu le jouer le 17 novembre, je crois, 2019, ouais. Au Mélo d'Amélie. Et j'ai fait un premier showcase là, devant mes amis, devant ma famille. Et j'ai fait un deuxième showcase qui a encore changé. C'était encore devant les pros en décembre 2019, donc un mois après. Et là, j'ai été programmée à la Divine Comédie. Ouais. Donc c'est un théâtre, je sais pas si tu connais, à côté des Folies Bergères. De nom, j'y suis pas encore allé. Voilà, et donc là, j'ai joué mon spectacle du 5 février au 11 mars, parce que premier confinement, donc arrêté en plein vol. Et donc là, on a réécrit une deuxième version avec Thomas pendant le confinement. Et on est parti je suis partie en tournée qui a été très vite interrompue. Donc ça, c'était en septembre 2020. Du coup, je suis partie en tournée. J'ai joué à Montpellier, à Nice, à Villefranche-sur-Saône, à Lyon. Et puis après, à nouveau, pandémie. Et là, j'ai même remporté le prix du public au tremplin d'humour d'Igny, de la ville d'Igny, le 4 octobre 2020. Et voilà. Et la première version du spectacle, j'ai eu Pascal Légitimus qui m'a porté son regard sur mon spectacle, qui a repris un peu la mise en scène. Et puis voilà, il m'a un petit peu parrainé, en tout cas commencé à me parrainer. Puis après, depuis on travaille plus ensemble, mais donc voilà, donc ça, il m'a été quand même d'une aide précieuse.
Et puis après, voilà. Donc le deuxième confinement est arrivé, qui a donc interrompu ma tournée, en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, je peux pas me retaper le confinement. Donc, je suis partie fuir en Guadeloupe, où j'avais des amis là-bas. Et comme c'était pas confiné, donc je suis partie, je devais partir 1 mois. Et je suis restée 1 an. Parce que j'ai pu jouer mon spectacle là-bas. Ah ouais, ça donc là, j'ai tourné dans toute la Guadeloupe. Et j'ai joué mon spectacle en Guadeloupe. Ça a été super bien accueilli. J'ai eu des super retours. Et quand la Guadeloupe a commencé à être confinée, enfin, il y a eu le couvre-feu, etc., l'état de fermé, je suis partie à Saint-Barth, où c'était pas confiné. Donc en fait, la fille, elle fuit les confinements. Non, mais je pars faire le tour du monde, là où c'est pas confiné. Donc j'ai joué à Saint-Barth 3 semaines dans un restaurant, où c'était une super expérience aussi. Et après, je suis retournée en Guadeloupe. Là, j'ai tourné dans un téléfilm où j'ai retrouvé Pascal Légitimus, d'ailleurs. Ouais. C'était quoi le téléfilm ? C'était Meurtre à Marie-Galante. Ok. Où j'ai tourné à Marie-Galante et j'en ai profité pour jouer mon spectacle à Marie-Galante. Et après, j'ai joué ma dernière date. Je devais jouer dans un grand théâtre en Guadeloupe, un théâtre municipal de 300 places. Et malheureusement, j'ai été annulée aussi à cause du confinement. Et donc, j'ai fini par jouer chez une femme, une prof de yoga. Ah ouais ? À domicile ? À domicile. Okay. Elle a fait venir 17 personnes. Décidément, j'ai un truc avec le 17. Je joue souvent devant 17 personnes. Écoutez, l'objectif, on va exploser ce record parce que du coup, là, tu joues le 30 juin. Et là, 2022. Je joue dans la. Voilà. Là, tu joues à l'Européen. L'Européen, j'avais peur de dire encore l'Européenne, putain. L'Européenne de Belfort. Non, mais c'est parce que je confonds avec Eurocaine, le festival. Oui, c'est ça. Non, tu joues à l'Européen le 30 juin 2022. Donc, le 30 juin qui arrive, les gars, ça va arriver très très vite. Ah oui. Là, donc, ce qu'on va faire, Adeline Zaru, ici présente, va jouer son spectacle et je vous convie tous là-bas pour une IRL géante. En fait, on va aller tous voir son spectacle. Enfin, faut payer quand même. Évidemment, faut payer le spectacle. Mais c'est pas cher. S'il y a vraiment des gens en énorme galère, je vais voir ce que je peux faire. Ce qu'il faut faire, idéalement, c'est réserver en avance. Du coup, tu m'as dit, le mieux, c'est Billets Réduc. Billets Réduc, il y a une offre justement pour 2 places achetées, 2 places assises. Non, je rigole. Non, mais vraiment. Non, 2 places achetées et la place est à 15 € au lieu de 24. Donc c'est quand même très intéressant. Ça fait 2 places à 30 €. Je pense que vous pouvez me faire confiance parce qu'en général, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, les artistes féminines humoristes, ça me fait pas trop rire la plupart du temps. Alors ça n'engage que moi, je sais que tu les aimes beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime pas Florence Foresti. Je n'aime pas Muriel Robin. C'est mes références. Hein. Mais il a aimé mon spectacle, alors que souvent on me compare à elle. Je n'aime pas non plus... attends, il y a Muriel Robin, Florence Foresti, il y en a une troisième. Julie Ferrier, t'aimes bien ? Je vois pas qui c'est. Je suis pas spécialiste non plus. Celle qui fait le sketch, tu sais, sur la prof de... Enfin, elle fait plein de personnages, mais notamment sur la prof de danse... la prof d'art plastique, complètement délurée, où il y a son sein qui dépasse et... J'ai pas vu, mais je me souviens... Alors, celle que je déteste le plus, je suis désolé. Oula. Anne Romanoff. Et je ne peux pas. Avec Anne Romanoff, c'est... Non, mais... Sachez bien évidemment, spectateurs ici présents, on va rester positif. Voilà, Adeline ne partage pas mes points de vue. Là, c'est vraiment... Je suis très casse-couille en termes d'humour. J'aime bien Blanche Gardin, par contre. Ah bah moi, ça nous fait un point commun. J'aime beaucoup Blanche Gardin. Mais c'est vrai que toi, t'es vraiment une des très rares artistes. Non mais moi, c'est moi qui préfère. Voilà. Non mais elle m'a vraiment fait marrer, les gars. C'est 1h15 où on se marre. Et ça va être l'occasion de se marrer ensemble. Et après... de se développer, parce que ça parle de développement personnel. J'allais dire d'aller se bourrer la gueule après. Ah oui, eux aussi, de se développer autour d'une Guinness. Voilà, après on ira au bar et Adeline m'a dit qu'elle serait peut-être présente. Pour boire avec nous. Oui, bien sûr. Bien sûr que... En fait, moi, j'ai prévu... mais bon, ça, c'est pour tous les professionnels, les VIP, etc. qu'il y aura... Enfin, j'espère. Donc, il y aura un after, un pot après l'Européen, donc dans l'Européen. Donc c'est sûr que j'espère que ça sera rempli, mais donc je pourrais pas au pot faire venir 300 personnes. En espérant qu'il y ait 300 personnes, mais bon, on n'en est pas là. Alors, on compte sur vous. Moi, mais en tout cas, oui, on se verra avec grand plaisir et on trinquera ensemble. Je sais pas si on peut être 300, les mecs. À mon avis, au moins une centaine, c'est possible. C'est dans l'ordre du possible. Mais si jamais, les gars, on est 300, ça serait complètement dingue. Moi, j'ai ça serait extraordinaire. Parce qu'en fait, et là, les places peuvent revenir encore moins chères. En fait, ce qui m'a touché, Sabine, c'est un ensemble, mais c'est... évidemment, on n'a pas le lien de parenté, etc. Je suis pas en train de... Ah non, on se connaissait pas. Hein, ouais. Vraiment... Et moi, j'ai vu son message, faut quand même le dire, parce que ça aussi, c'est encore une... Oui, pour prendre contexte, c'était Non, mais c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un message sur Instagram,
Mais quand on n'est pas amis, les messages, ils se cachent. C'est comme sur Facebook. Ouais. Enfin, ils sont dans la partie invitation par message. Et moi, je l'ai pas vu, en fait, son message. Donc, J'étais pareil que toi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Je suis un vieux sur Instagram qui avait des trucs spam invitation. Bref, non, en fait. Et donc, j'ai pas vu son message, je l'ai vu qu'il y a 4 jours. Là, si vous voulez, c'est un hasard total, mais je me suis vraiment marré. En plus, c'était jamais allé à Nice, en plus. Jamais. Et moi, je jouais qu'une date à Nice, donc c'est quand même un truc de fou. Et en plus, t'es vraiment tombé dans le bar où j'étais, c'est ça qui est dingue. Oui, c'est ça. Mais alors, le truc, ça m'a fait penser au film avec Will Smith. Alors, tu m'as dit... C'était quoi la blague que tu m'as sortie tout à l'heure? Je t'ai dit... Ça lui a fait penser à Will Smith, et il s'est pris une claque. Voilà, c'est exact. Je me suis pris une baffe. En fait, Will Smith, c'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle À la recherche du bonheur. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Parce que c'est vraiment une belle histoire. Parce que la vie, elle est dure, elle est injuste. On va y revenir après. Mais là, en fait, la voir se démener comme ça, aller chercher les spectateurs, assurer autant le show et vraiment te faire marrer et interagir comme ça, il faut soutenir ce genre d'artiste. C'est vraiment... C'est tellement plus incroyable de voir ça que tout ce qu'on fait sur YouTube, en fait, vous voyez. Mais même moi, en fait, j'ai perdu l'habitude d'aller non, mais c'est grâce à des gens comme toi que peut-être que je vais remplir ma salle. Donc tout ce que tu fais, c'est extraordinaire. Mais c'est vraiment ça, tu le devras uniquement toi parce que tu as vraiment une énergie. Moi, tu m'as transmis de l'énergie, je suis sorti de la séance. Parce que c'est vrai que les gens le savent depuis 2 ans, ça va moyen, tu sais, avec tout ce qu'on s'est tapé. J'ai eu des moments où j'étais vraiment au plus bas, surtout avec le pass. Mais là, je te jure, je suis ressorti du spectacle, j'avais le sourire. Tu sais, t'as communiqué, t'as donné une part de toi. Ça, je trouve que c'est le truc le plus dur, c'est vraiment transmettre des émotions et transmettre une part de soi quand t'es artiste. Et t'as vraiment réussi à le faire. Et non, ça m'a vraiment touché. Et je veux vraiment... Non mais je veux vraiment en fait que... C'est un spectacle comique, mais il y a de l'émotion à un moment donné quand même. Vous me demandez souvent des IRL, la plupart des IRL je les fais en member parce que sinon après j'ai peur qu'il y ait trop de monde, mais là je me dis vu qu'il faut remplir un théâtre, bah là écoutez, venez autant nombreux que vous voulez, réservez en avance. En plus c'est une super salle, je sais pas si vous connaissez l'Européen, mais c'est quand même un lieu mais c'est juste, me dire, le monde est tellement absurde maintenant, je veux dire en fait t'as des branleurs qui ouvrent des cartes Pokémon et ils sont millionnaires. Là je suis tombé sur une vidéo. Il y en a une, elle vend l'eau de son bain. J'ai tombé sur une vidéo de chat, genre qui est l'imposteur? Je gagnerais plus d'argent à louer l'eau de mes chiottes, quoi. Tu devrais en fait te lancer comme ça, limite dans le grenier mais c'est ça qui est absurde. Même moi là, par rapport à ce qu'on fait, en fait, je devrais même pas toucher autant par rapport à ça de faire des trucs dans un grenier. Moi, toi, tu fais du one-man show. Moi, je joue dans des greniers, mais par contre, je gagne pas. Non, mais tu te fais chier à faire du one-man show, 4 coins de la France. Tu démarches le public et putain, c'est chaud. Le métier d'acteur, d'actrice, de comédien, surtout ce que tu fais pour moi, le nec plus ultra, le plus respectable, c'est vraiment one-man show. Parce qu'encore quand t'es avec un comédien, c'est très dur. Hein. Moi, je pense pas que je pourrais le faire. Mais tu peux rebondir un peu. Parce que je joue aussi à côté une autre pièce avec d'autres comédiens. Ouais. Je joue jamais le deuxième soir à la Comédie Oberkampf où vous êtes les bienvenus. Attends, c'est avec qui? Avec plusieurs comédiens, parce qu'en fait on joue en alternance, il y a plusieurs équipes. Ok. Donc c'est une comédie qui existe depuis jamais le deuxième soir, donc qui existe depuis au moins 5-6 ans. Ouais. Que moi je joue en alternance donc avec plusieurs équipes depuis 3 ans et demi. Bon, il y a eu le Covid au milieu. Je l'ai joué au République, j'ai joué à la Divine Comédie en même temps que je joue mon spectacle. Je l'ai joué à la Comédie Oberkampf parce que alors lui aussi il a eu du bol. C'est-à-dire autant moi je crée enfin mon one-woman show pile au moment de la pandémie, mais le directeur du théâtre où je joue la Comédie Oberkampf, Enver Resepovic, il a créé son théâtre et il devait ouvrir le premier jour du premier confinement. Putain, donc il a vraiment eu du bol, quoi. Non mais je te jure. Et bon, finalement, il l'a ouvert en juin. Et puis après, il a dû le refermer parce qu'il y a eu le deuxième. Bon, bref. Mais voilà, donc je joue à la Comédie Oberkampf avec d'autres comédiens aussi. Donc moi, je suis comédienne et ça fait des années que je joue avec d'autres, en fait. C'est mon premier spectacle seul en scène. Il y a une nana comédienne dans ce spectacle? Ah oui, il y en a plusieurs. Elle s'appelle comment? Il y a Camille Casanova, qui est aussi youtubeuse. Enfin, elle fait pas mal de vidéos. Ouais. Enfin, elle n'est pas youtubeuse, mais elle a un Instagram avec pas mal de followers. Donc Camille Casanova, moi je joue avec Sam Naman souvent, Thibaut Delucy en alternance, Régis Lionti. Et dans les filles, il y a Garance Giacchino, Emeline Dehert. Mais après, il y en a eu plein. Il y a Isabelle Rocher. Est-ce qu'elle est blonde? Ah, il y a eu Loelia Salvador, une blonde.
Il y a eu Charlotte Bouillon. Non, faudra que je te montre. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une coïncidence, mais parce qu'il y a, il y a le nom d'un spectacle, là, ça me dit un truc. Et je me demande si c'est pas quelqu'un que je connais. Ah, bah c'est possible. Ça serait marrant, le monde serait parce petit. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont passés dans Jamais le donne soir. Le monde serait très petit. On va juste faire une petite coupe. Tout ce monde-là. Ouais. On va faire une petite coupe à cause de la caméra, j'ai un temps limité. Bien sûr. Bien, nous reprenons. Évidemment, vous vous demandez quel est le pitch du spectacle d'Adeline. Adeline, c'est à toi. Comment tu vendrais ton spectacle en quelques phrases très simples? Alors, je vais te ressortir le pitch que je t'ai que je t'ai fait avec... prends photo juste mon flyer parce que j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai que tu m'as fait un pitch. Alors, donc c'est un spectacle donc comique et thérapeutique autour du développement personnel, de toutes les méthodes de développement personnel que j'ai pu essayer pour me libérer de ma petite voix intérieure qui me pourrait la vie, de mon ego, hein, et pour devenir plus zen. Voilà, donc c'est comme une séance de psy comique et beaucoup moins chère. Voilà, donc je joue plein de personnages dans ce spectacle, je délivre plein de méthodes, donc voilà, je raconte mon expérience, donc il y a beaucoup d'interactions avec le public, comme tu disais, et je joue des personnages, je passe d'un personnage à l'autre, tous plus zinzin que zen. Donc il y a dans mes personnages, il y a la coach astrale illuminée. Namasté. Et on va tous se dire bonjour nous-mêmes. Oula, on s'est fait un gros cadeau là. La psy hors de prix. Eh bien c'est à lui, c'est votre enfant blessé intérieur. Le prof de ski argentin. Oh là, Chica. Et les doigts téléchés. Le mec tatoué qui veut pas s'engager. Enfin, il y en a plein, je vais pas tout, mais bon. Mais c'est ça en fait, c'est pas seulement humoristique, c'est qu'il y a vraiment un effet thérapeutique sur cette pièce. C'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que t'en ressors, t'es vraiment bien, t'es content. Et du coup, on apprend ce que sont les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec ou l'épanouissement grâce à la sagesse Inca. Ah ça me parle, parce que moi aussi je suis un cas. Ah, entre autres, oui, mais ça fait partie d'une méthode que j'ai... J'avais entendu le nom, mais je connaissais pas. Alors là, je pourrais employer l'excuse, je vais pas dire ce que c'est parce que sinon je spoil le spectacle. La vérité, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. J'en ai oublié au moins 2. Les 4 accords Toltec. J'en ai retenu 1 ou 2, ça c'est sûr. Ah, lesquels t'as retenu? Que votre parole soit toujours valable. Impeccable. Impeccable. Ouais, c'est ça. Il y a un truc sur pas faire de... Supposition. Faut pas faire de suppositions. Exactement. Faut pas être trop parano, quoi. Ouais. D'ailleurs, là, vous faites chier, là. Hein, non, pas du tout. Non, mais c'est fait exprès, ça, c'est une supposition négative. Mais il y a aussi des suppositions positives. Moi, je suppose que là, ils sont vraiment intéressés par ce qui se passe. Ouais. Mais en fait, il y en a 5 en vrai. J'ai regardé sur internet, en fait, il y en a 5. Oui, il y a un 5e accord Toltec qui a été exactement. Donc en fait, le titre est mensonge, on dit 4 accords Toltec, mais il y en a 5. Non, parce qu'en fait, le 5e a été rajouté. À l'époque, il a été rajouté il y a pas longtemps. Ruiz, là, celui qui. Et bah, vous savez quoi, on vous dira pas quels sont les autres, faut aller voir la pièce. Ouais. Voilà. Et en plus, je les adapte à ma façon. Hein, et ne regardez pas sur Google, venez vierge de toute information, laissez-vous surprendre, et surtout après, on va se bourrer la gueule. Souvenez-vous de ça, c'est très important. Moi, je bois pas d'alcool, mais je sais m'amuser dedans. Et ça, c'est bien. Sang, je veux dire. Ça, c'est bien. Je sais m'amuser dedans. D'accord, allez. Non seulement c'est une des rares artistes féminines que je trouve drôle, mais en plus, c'est une des rares artistes qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui prend pas de drogue. Mais qui suce. Pardon, excusez-moi. Fallait pas le dire. Ils vont venir. Là, ils vont venir. Aïe, merde. Franchement, en couchant tout de suite, au moins tu sais si ça marche ou si ça marche pas. Et bah là, ça marche pas. Bref, du coup, Adeline, on va parler de... C'était évidemment une blague. Évidemment. Hein, attention, non, mais quoique si vous venez, on pourra s'arranger. Non, mais je connais déjà les mecs. Il y a des gens qui vont écrire. Ah, forcément, il y a une nana qui arrive ici, donc forcément, il a baisé. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. De toute façon, je suis lesbienne, donc. Voilà. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, mais par contre, le reste était une blague, les mecs. Non, en fait, tout est faux. D'ailleurs, j'ai même pas de spectacle à l'européen. Donc, ne venez pas, parce que le meilleur moyen de faire sa pub, c'est de dire aux gens, ne venez pas. Comme ça, ils viendront peut-être. Bref, du coup, je voulais parler un petit peu de ta carrière cinématographique, parce que t'as joué dans deux films que j'ai vus. Il y en a plus, que 2. T'en as fait combien? Tu as joué dans... Non, alors tu as eu deux films. Tu as essentiellement des petits rôles au cinéma. Ouais. T'as joué dans Bambou de Didier Bourdon. Exactement. Ça va les amoureux? Ça c'est malin, c'est fin. Ça te mange sans fin. Oh, ça va, on peut plus rigoler. Bon, vous venez accompagner la soirée de mercredi? Ou pas? Moi ça sera ou pas.
Pourquoi ? Moi, je serais super fière d'avoir une femme people. Ah bah c'est mieux que d'avoir une femme pipette. Ah, super drôle. Mais vous êtes un putain de gros relou, là. Ah putain, vous êtes un gros relou, là. Alors celui-là, je l'avais vu. Alors j'ai vraiment un très vieux souvenir. Ouais, avec le il est chien. un peu vieux. Ouais, Et du coup, grâce à ta bande démo, j'ai revu les extraits. La secrétaire. C'est un humour de merde. Venez voir mon spectacle, on va se marrer. En même temps, est-ce qu'on peut dire que c'était pas un très bon film ? Moi, je peux le dire. J'ai le droit de le dire. Bien sûr. Non, je trouve que le film n'était pas terrible. Et comment tu peux aimer un navet pareil ? Ce film est une sous-merde. Par contre, il y a un film dans lequel t'as joué que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est un film qui est passé un peu incognito. Il est sorti. Et moi aussi, d'ailleurs. C'est vrai que t'as une toute petite scène dedans, mais le film est bien. Ça s'appelle En Liberté, donc c'est un film de Pierre Salvadori. Exactement. J'écorche pas son nom. Non, c'est ça. Il est sympa comme mec. Il est très sympa. Eh ben écoute, son film est très bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Il y a Vincent Elbaz, Adèle Haenel. Vincent Elbaz ? Ouais, Vincent Elbaz, il a un petit rôle. On le voit, il y a plusieurs séquences. Si, Vincent Elbaz, je te promets. C'est surtout avec Pio Marmaille, Adèle Haenel, Audrey Tautou. Oui, mais moi, l'acteur qui m'a marqué dans le film. Vincent Elbaz ? Oui, il joue le rôle d'un mec qui est dans des scènes d'action pas possibles. Ah ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est Adèle Haenel qui raconte à son gosse des histoires. Et, ah oui, t'as raison. Ah bah oui, tu m'étonnes que t'aies retenu celui-là parce que c'est dans des jeux vidéo en plus. Et ça m'a bien fait marrer. Ouais. Et du coup, t'as une petite scène où tu te fais péter la gueule. Oui, alors c'est sympa, voilà. La seule scène que j'ai, je me fais péter la gueule et il me balance Pio Marmaille me balance de la bombe à crimo. Et tu m'as dit que t'avais eu besoin d'une doublure. Oui. Mais ça, c'est imposé ou c'est parce que toi, tu voulais pas faire la cascade ? Ah non, c'est pas moi. Enfin bon, kamikaze comme je suis, je me serais cassé la jambe. Mais ouais, non, parce qu'à un moment, je saute sur son. J'adore parce que je raconte la seule scène que j'ai fait dans le film qui passe très très vite. Donc je saute sur lui et il me jette au sol. Donc du coup, pour pas que je me fasse mal, il y avait une doublure. J'avais une doublure spéciale cascadeuse. Et les autres films du coup que j'oublie, il y en a quelques-uns. Alors après c'est les films autoproduits. Alors si il y a eu, j'avais vraiment un petit rôle, une silhouette. Dans Demain dès l'aube, oui, parce que ça a changé de titre entre temps. Demain dès l'aube de Denis Dercourt avec Vincent Pérez, je crois qu'il y avait Aurélien Recoin et j'ai un trou sur les noms, c'est une cata. C'est moi, j'aurais dû prendre des notes. Et c'était sur des reconstitutions historiques, tu sais, les jeux de rôle, les gens qui sont passionnés. Comme toi de figurines, eux ils sont passionnés de se remettre dans l'époque, par exemple du 18e, et ils vont se mettre des costumes et ils vont faire des jeux de rôle, un peu à la Eyes Wide Shut, sauf qu'il n'y a pas de cul, ou quoi qu'il peut avoir, il peut se faire, je sais pas, peut-être qu'ils s'amusent à faire des partout, mais c'est pas un film porno. Et donc Demain dès l'aube, et c'est un très beau film, assez original, indépendant. Okay. Et moi je jouais une des... C'était un petit rôle aussi ? Ouais. Ok. J'ai pas encore eu de grand rôle au cinéma, j'espère que ça viendra. Et justement, je vais te poser la question, c'est quoi ton expérience avec le cinéma français ? Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un rôle ? Comment tu fais en fait ? C'est des amis d'amis ? C'est que des auditions ? Non, quand ils ont besoin, par exemple, en Liberté, quand ils ont besoin de quelqu'un à qui on casse la gueule. Je passe un casting en fait. Il y a quand même un casting pour ça. Oui, bien sûr, il y a des castings pour tout. Même j'ai passé déjà des castings pour de la figuration, donc pour te dire, pour des grosses figurations, parce que j'ai ma première expérience au cinéma, j'avais 16 ans, et c'était dans Vatel de Roland Joffé, avec Gérard Depardieu qui jouait Vatel, il y avait Tim Ross, il y avait Uma Thurman, donc j'ai quand même... à la classe, j'ai pas vu ça. Première expérience, alors ça c'est, je raconte quand même une anecdote assez... J'avais 16 ans, donc première expérience au cinéma, donc j'étais à la Cour du Roi, je faisais partie des courtisanes, donc il y avait plus de 200 figurants, on était vraiment avec des robes d'époque sur mesure, et je m'étais faite une amie un peu plus âgée que moi, comédienne aussi, qui est devenue une de mes meilleures amies, et on se marrait, mais on se marrait tellement sur le tournage, et en fait on s'est fait repérer par toute l'équipe du film, notamment Tim Ross et Gérard Depardieu. Et tellement on rigolait, en fait, je me suis vraiment pissée dessus. Dans la robe à 10 000 francs, c'était des francs à l'époque. Donc je vous dis pas mon âge. Donc voilà, donc je me suis vraiment pissée dessus. Et Depardieu l'a su. Et nous appelait les pisseuses. Voilà, il savait pas si bien dire. Et puis il y a une autre anecdote aussi, comme j'avais des bagues à l'époque, pas des bagues au doigt mais des bagues, voilà.
Donc c'était très anachronique. On était quand même à la cour du roi Louis XIV. Et j'avais des bagues. Donc du coup, ils m'ont coupé au montage. C'est con parce que j'avais un gros plan à côté du Matterman. Personne s'est dit sur le tournage, elle a des bagues, ça va pas le faire. En fait, il a pas dû capter, c'était des bagues transparentes. Mais à un moment donné, j'ai ce plan à côté du Matterman quand même. Donc ça, c'est la classe. Très fière. Mais t'as la bouche fermée du coup à ce moment-là. Mais non, parce qu'il faut dire vive le roi, vive le roi. Et moi, vive le roi avec mes bagues. Donc en fait, il n'y a qu'un œil. Voilà. Redis-moi le nom du film. Vatel. C'était le cuisinier du roi Louis XIV. Je mettrai. Qui s'est suicidé. Oh bah tu verras qu'un œil. Hein, à côté du Matterman, voilà. Et qui s'est suicidé parce que il n'a pas reçu ses plats à temps. Voilà. Du coup, c'est quoi ton expérience globale avec le cinéma français? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Enfin, c'est pas très accessible. Hein, Après, moi j'ai eu plusieurs agents. Là, j'en ai un, ou plutôt une, mais je passe pas beaucoup de castings. Les castings, je les trouve surtout par moi-même. Mais bon, après, c'est pas la faute de l'agent non plus. C'est que c'est vrai que c'est très, c'est vraiment une collaboration avec l'agent. Et puis voilà, c'est compliqué. Déjà, la période est très compliquée. C'est sûr. Enfin voilà. Donc je passe des castings. Là, j'en passe peu, hein, j'avoue. Voilà, là, je suis très focalisée sur mon spectacle depuis que parce que je vois que t'as un planning de dingue avec ton spectacle. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas de producteur. Donc je m'autoproduis. Je cherche. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais aussi la date à l'Européen pour inviter des producteurs des professionnels, des programmateurs pour trouver encore d'autres dates, etc. Parce que j'ai joué beaucoup quand même. Je l'ai créé en 2019, donc je l'ai joué, comme j'ai dit, au Mélo d'Amélie, je l'ai créé là-bas. Après, je l'ai joué à la Divine Comédie. Après, je l'ai tourné en Guadeloupe. Après, je suis revenue à Paris, après la Guadeloupe, pour jouer au Petit Palais des Glaces. Je l'ai joué 2 fois au Petit Palais des Glaces. En octobre 2020. Après, je l'ai joué... 2021. Mais non, 2021, je suis bête. En octobre 2021, pardon. Après, je l'ai joué à la Comédie Oberkampf, là où je joue jamais le deuxième soir. 2 dates aussi, 2 exceptionnelles. Et depuis le mois de janvier, je le joue au Kibélé. C'est un restaurant-théâtre à Bonne Nouvelle, très sympathique, cool. Un restaurant turc. Et il y a une petite salle de spectacle en sous-sol. Et du coup, les gens mangent pendant qu'il y a le spectacle Non, justement. Non, ça, surtout pas. Mais ça existe, ça, ce genre de truc. Ouais, mais généralement, c'est pas pendant. Parce que je joue aussi mon spectacle dans un dîner-spectacle, Le Grenier, qui est un super dîner-spectacle. Allez-y aussi pour voir d'autres humoristes. Enfin, en fait, on est 3 humoristes et il y a un magicien et on se partage 30 minutes chacun. Et les gens mangent avant. En fait, ils viennent manger avant. Voilà, il y a un menu spectacle et après ils voient le magicien et les 3 humoristes. Et tu rejoues à cet endroit-là? Non, pardon, les 2 humoristes. Pardon. Et là, je veux dire. Au dîner spectacle Le Grenier, pour l'instant, là, j'ai pas de prochaine date. Par contre, là, je crois, si jamais il y a des gens qui habitent vers Avignon. Ah oui, je vais jouer à Avignon là, mon spectacle. C'est quand? Du 7 au 17 juillet au théâtre Le Vieux Sage, qui est rue de la Carretterie, juste dans le prolongement de Place des Carmes. Du coup, je vous tiendrai aux nouvelles, mais je serai peut-être également à Avignon. À 19h15. Je serai peut-être à Avignon mi-juillet. Du coup, j'essaierai de avec grand venir plaisir. Une date. Donc, ça du serait 7 au 17 juillet et à 19h15. De toute façon, vous avez toutes les infos Adeline Zaru. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Je vais tout leur mettre là. Et puis Adeline Zaru sur Billet-Réduc de A à Enfin Zen. Parfait. Je vais vous tout remettre en description, les mecs. Donc, si vous êtes à Avignon, n'hésitez pas à y aller. Là, c'est plus petit que l'Européen. Mais c'est ça qui est bien, c'est la proximité aussi. C'est un petit théâtre de 45 places, mais c'est très sympathique. Moi, ce que j'ai trouvé dingue, parce que quand t'étais à Nice, là, tu vois, t'étais dans un endroit un peu paumé, avec sans promo, etc. Et t'as réussi à jouer devant 17 personnes. Et je pense que tout le monde se met à la place du comédien qui fait du one-man show à ce moment-là. Moi, je pourrais pas. Franchement, déjà de base, salle remplie, peu importe le nombre de spectateurs, je pourrais pas mettre tout seul en scène, trop de pression. Mais là, en fait, ce qui est dingue, c'est que tu arrives à interagir avec tout le monde, quoi. C'est dingue. Je sais pas comment tu fais. C'est un métier, hein. C'est vrai que T'as jamais trop de stress avant de monter sur scène?
Bah, si, j'ai toujours, bien sûr, ma petite dose de stress. Et t'as jamais envie de te saouler un peu la gueule? Alors non, je ne bois pas du tout d'alcool, j'ai jamais bu, parce que j'aime pas, en fait, l'alcool. Et que j'avoue que je suis tombée dedans quand j'étais petite. On m'appelle adrénaline, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai pas besoin de substances illicites pour me... Et y a pas un moment, tu sais, où t'as tellement de stress, tu te dis putain je peux pas, là ce soir je peux vraiment pas jouer, il faut que j'attende encore une heure. Non, je peux pas, alors, ne serait-ce que pour... Mais même on sait jamais, en fait c'est ça, c'est parce que je comprends pour des gens dont c'est pas le métier, qui sont extérieurs, de dire attends mais comment on a fait pour jouer, mais il y a des gens, tu sais, ils ont tous Foresti que tu... Bon, voilà, mais en tout cas des grands noms de l'humour, ils ont commencé, Blanche Gardin... le directeur de l'Européen m'a encore dit que avant l'Européen, enfin avant qu'elle soit connue, elle a joué déjà devant 5 personnes. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que qui est 5 personnes ou qui est 300 personnes, on doit donner la même chose parce qu'on sait pas déjà qui et puis par respect pour les gens qui sont venus, eux ils ont pas. Ouais, mais ce que je trouve dur dans ton cas, c'est que tu interagis directement avec les gens. Parce qu'encore, si la salle était éteinte et que le projecteur était sur toi entièrement... Oui, moi je les vois, Ouais, parce que dans ta mise en scène... Moi, c'est intimiste. Dans ta mise en scène, c'est ça que la bonne idée, tu vois, c'est que tu interagis avec le public directement. Moi, je trouve ça super dur, quoi, c'est incroyable. Et après, tu sais, t'as des anecdotes d'artistes... Mathieu Bellamy, par exemple, le chanteur de Muse que j'aime beaucoup, il y a eu plein de fois où il s'est bourré la gueule, où il s'est dit, ce soir, je peux absolument pas jouer, quoi. Il avait trop de pression. Donc toi, tu ressens pas ce stress, mais ouais, c'est un talent. J'en ressens, bien sûr, j'ai toujours... Mais c'est le bon stress, c'est pas le stress paralysant, parce qu'il y en a. Mais d'ailleurs, je suis coach aussi à côté, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un spectacle autour du développement personnel, parce que j'ai fait une formation de coach il y a 5 ans chez Lean Cup Coaching. Et donc, je suis coach aussi professionnel et j'accompagne les gens dans le développement personnel à gérer leur stress, par exemple. Ça peut être gérer leur stress, renforcer leur confiance en eux, l'estime de soi. Voilà, et depuis que j'ai Adeline en coach personnel, tout va beaucoup mieux. Mais j'aurais bien besoin d'un coach personnel des fois. Ah bah écoute, on va en parler. Et on va refaire encore une petite coupe et on reprend tout de suite. Toi, en plus de 5 ans, t'as jamais réussi à me faire vibrer. T'as vu tes potes, des ados attardés là. Vous me faites pitié là tous. Bien, nous reprenons, du coup je voulais faire aussi un petit détour sur ton passage dans les séries télé. Donc t'as joué dans Plus belle la vie. Ouais. Et récemment dans Un si grand soleil. Dans Un si grand soleil. Janet Lewis? Oui. Bon alors écoute-moi bien. Les règles du jeu, c'est pas toi qui les donnes, ok? Alors on va pas crier, on va pas tenter de s'échapper, on va pas essayer de prévenir qui que ce soit. On va rester bien tranquille et tout se passera bien, d'accord? D'accord? Dans Alice Nevers, dans Interpol. Tu sais où tu vas? Paris. Enfin, j'aimerais bien. Paris? On peut faire le chemin ensemble si tu veux. J'ai l'impression que t'as besoin de compagnie. Dans Central Nuit, alors ça c'était il y a très longtemps, Central Nuit ça n'existe plus depuis un moment. Dans des téléfilms aussi, Adrien, Versailles, L'enfance d'un roi. Enfin bon bref, voilà. Est-ce qu'il y a une différence en tournage suivant quand tu es sur un long métrage et une série télé? Si tu compares la façon dont tu as mis, dans Pierre Salvadori, tu as mis en scène dans En Liberté, dans la scène que tu as, et par exemple dans Plus belle la vie. Alors Plus belle la vie, c'est... Je veux savoir Plus belle la vie, comment ça se passe? Ah bah alors, t'as intérêt à être très efficace, parce que Plus belle la vie, en fait ils font le montage en direct, en fait il y a plusieurs caméras, t'as le droit à 2 prises, 3 prises grand max, donc tu dois être très efficace et tu tournes un épisode par jour pratiquement. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment... c'est très rapide. Enfin, quand je dis un épisode, c'est vraiment... Il y a des caméras, il y a, je sais pas, au moins 3-4 caméras. Ouais. Et ils sont en montage simultanément, quoi. Et sur En Liberté, t'avais une caméra ou plusieurs? Bah, il y en avait une. Enfin, après, c'est pas du tout pareil. C'est de la... Enfin, quoi que non, ça dépend. Mais tu m'as dit que la scène que t'as tournée pour En Liberté, ça a duré sur 2 jours. C'est pas la même économie en plus. Oui, non, j'avais deux scènes. Ah ouais, ok. Dans En Liberté. La scène dans la boîte de nuit, mais on me voit très peu. Ah oui, d'accord. Et la scène à l'extérieur, où tu te fais tabasser. Donc il y avait une scène qui se tournait à Marseille et une scène qui se tournait à Paris. Mais t'as vu quoi, la mise en place est beaucoup plus longue, prenait beaucoup plus de temps. Je baille, excusez-moi. Non, t'inquiète, mais
C'est pas que je m'ennuie. Hein, non, mais c'est parce que je t'ai vu bosser, t'as pas arrêté. Non, mais parce qu'il faut savoir que quand même, ça fait 3 heures que je suis chez lui. Et qu'on devait faire l'interview il y a déjà 3 heures. Mais le truc, c'est qu'on a fait beaucoup de sport avant. Vous étiez plus ensemble. Tu sais très bien que j'aurais jamais fait ça sinon. Vous gênez pas surtout. Mon frère, toi, y a qui d'autre encore? Bah, arrête, je te dis que c'était pas sérieux. Non, on n'a pas fait l'amour. Arrêtez, bande de cochons. Regarde, il y a mon chat qui arrive du coup, ça m'intéresse. Non, en fait, c'est parce que t'as un planning, mais de ouf. Tu n'arrêtes pas. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je gère aussi, je prépare aussi Avignon. Et que j'arrivais pas à m'inscrire en ligne, enfin bon bref, donc j'ai eu la personne avant le week-end parce qu'avant que ça ferme. Ouais. Enfin voilà, j'ai tout à gérer. Et je vais aussi peut-être la semaine prochaine au Marrakech du Rire, pas pour y jouer malheureusement, pas encore, j'espère y jouer bien l'année prochaine. Jamel, si tu passes par là, Jamel, je t'ai vu à la sortie de Mulholland Drive en 2002 et que t'as fait Rail Violet, tu t'es fait arrêter par les flics mais ils t'ont lâché heureusement. Qu'est-ce que t'as fait? Vraie anecdote, Mulholland Drive, je suis allé le voir en 2002 au cinéma. Ah bah encore. Je sors du cinéma, qui c'est que je vois une Ferrari violette. Non, Ferrari violette. Ferrari violette, excès de vitesse qui sort, Jamel Debbouze. Je te jure, il conduisait avec une main. Incroyable, et les flics l'ont arrêté, mais quand ils ont reconnu que c'était Jamel, ils lui ont dit ah putain, Jamel trop cool. Et c'était super sympa avec lui. Du coup, ils l'ont pas arrêté. Et finalement, ils l'ont pas arrêté, ils l'ont lâché. Et d'ailleurs, putain, j'ai complètement oublié de dire un truc. Je veux recaser une anecdote, alors encore une fois, ça n'engage que moi ce que je veux dire. Mais c'est ça aussi qui m'a touché quand j'ai vu ton spectacle et à quel point tu donnais à ton public. Il y a une quinzaine d'années, mes parents, mon père, avait loué pour un spectacle d'Edouard Baird. Vous voyez qui c'est Edouard Baird? J'ai vu son dernier film, Une merde atomique, Adieu Paris, catastrophique, ne le regardez jamais. Et mon père donc avait loué. J'ai la chance qu'il aimait mon spectacle. Mon père avait loué donc un spectacle d'Edouard Baird sur Paris. Et pourtant, moi je l'aime bien, Edouard Baird, en tant qu'artiste. Et à l'époque, ils n'habitaient pas à Paris, mes parents. Donc ils ont fait un certain trajet pour y aller. Plus après le parking, etc. Au dernier moment, donc pas la veille, pas un jour avant, etc. Au dernier moment, c'est-à-dire genre une demi-heure, 1 heure avant que le spectacle commence officiellement, ils avaient fait le déplacement, ils avaient acheté les places pour la totale. Ils avaient prévu un restaurant, etc. Edouard Baird a annulé parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans le théâtre. Et pas assez de monde pour Edouard Baird, c'est pas 17. Hein. Ouais, je pense que c'était au moins la moitié, mais du coup il a décommandé. C'était peut-être 300, non je rigole, j'en sais rien. Et en fait, quand je vois une artiste comme Adeline, qui en plus fait le one-man show, quoi, c'est la totale, c'est pas en plus après, une pièce de théâtre. Après, on n'a pas la même notoriété. Non, certes, mais en fait, on s'en fout. En fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est l'énergie, ton abnégation, et vraiment ce que tu transmets aux gens. Quand je mets ça en parallèle avec cette anecdote avec Edouard Baird, je me dis putain, il y a vraiment 2 mondes différents, quoi. Et je trouve qu'en fait, globalement, le métier du spectacle est dégueulasse. Le monde des médias, globalement, est dégueulasse. Parce que maintenant, en fait, n'importe quelle personne sur Instagram, YouTube, sur Instagram, les meufs, elles montent leur sein, leur cul, elles gagnent des millions. Sur YouTube, c'est des gens qui montent des cartes Pokémon, enfin, c'est des conneries sur conneries. Et en fait, le véritable art n'est plus récompensé comme il se doit. Vous voyez, là, c'est vraiment une pièce artistique, c'est une véritable œuvre d'art, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Il faut vraiment défendre ça, les mecs. Donc, je compte vraiment sur vous. Le 30 juin. Les mecs et les femmes, vous n'êtes pas que des mecs. Oui, bien sûr, je dis souvent les mecs, excuse-moi. Les hommes et les femmes. Je rigole, je suis pas féministe à ce point. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour monter, parce que tu as traversé, donc... t'as mis des années, t'as beaucoup procrastiné, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'en ce moment, j'essaie d'écrire un bouquin, et je l'ai recommencé 50 fois. J'arrive pas, en fait, j'ai tout un tas d'idées, j'ai tout un tas de trucs, mais je recommence tout le temps, c'est l'intro, etc. Donc toi, t'as mis des années à écrire ton one-man show. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui ont envie de se lancer pareil, tu vois, qui sont pas connus de base, qui veulent se lancer, ton expérience avec ça, est-ce que ça vaut le coup, finalement? Ah bah, évidemment. Moi, vraiment, l'expérience que j'ai, parce que en fait, c'est ça, je parle de ça dans mon spectacle. En fait, c'est vraiment, du coup, à force de procrastiner, à force d'écrire plein de débuts de spectacle. J'ai même voulu, après Burnout, où je me suis dit, bon, bah, mon spectacle, ça va être Burnout, il y avait déjà l'affiche, il y avait... et finalement... Bon après, voilà, j'ai encore changé, je me suis dit non, c'est pas assez bien, c'est pas assez original, parce que moi je connais, c'est vrai que je suis je suis comédienne depuis très longtemps, j'ai commencé le théâtre, j'avais 6 ans, j'ai fait plein de cours de théâtre, je suis passée par les cours Florent, j'ai fait le Conservatoire National Supérieur de Paris que j'ai intégré, en 2002. Donc à l'âge, voilà, je vais pas dire l'âge parce que après, bon, on s'en fout, voilà. Et donc j'ai joué beaucoup dans les pièces des autres. Et j'avais ce spectacle vraiment en moi, je voulais vraiment mais voilà, je
perfectionniste, je serai jamais assez bien. Et donc, j'étais très vite aussi dans le milieu de l'humour. J'ai connu vraiment Kev Adams à ses débuts, Arnaud de Samer, enfin tout le monde. Florent Père, Arnaud Cosson, Jérémy Ferrari, tous à l'époque du Pranzo. C'était un plateau d'humour à Grand Boulevard tenu par Manus Madja, que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui a ouvert ce plateau. Enfin, c'était un restaurant italien et au-dessus, il faisait un plateau d'humour. Donc c'est là où j'ai fait mes premiers pas, mais j'ai même pas fait de sketch. Enfin, j'ai juste joué le sketch de quelqu'un d'autre. Soirée échangiste du Pranzo, c'était pas du cul, c'était où on s'échangeait les sketchs. Donc comme moi je n'avais pas le sketch, j'ai joué juste le sketch de Sébastien Giré. Et puis après, j'ai fait mon showcase quand le Pranzo a été déplacé au gymnase juste en face, à l'étage, au dernier étage. Donc là, j'ai fait 30 minutes de mon spectacle. Burnout à l'époque, donc qui n'a jamais été mon spectacle finalement. J'aime beaucoup le titre. Voilà. Et mais par contre l'affiche, ça ressemblait à l'affiche actuelle. C'était. Ouais, où toi t'es comme ça. De toute façon, je la mettrai l'affiche. Ouais. Voilà. Et puis après, je me suis dit, j'ai quand même plus important à dire que juste la nana qui en a marre de ses histoires avec les mecs. Ça c'est déjà entendu, etc. Et donc comme j'ai écrit plein de débuts de spectacle, que je procrastinais, que je repoussais au lendemain, etc., et qu'à un moment donné je me dis mais quand est-ce que je vais le pondre ce spectacle, c'est pas possible. Puis je voyais tous mes potes humoristes qui avaient cartonné, on ne demande qu'à en rire, ils passaient tous, donc ça y est, ils avaient décollé eux. Et d'ailleurs moi la fille, j'ai tellement procrastiné qu'au moment où je me dis enfin je vais passer dans l'émission On ne demande qu'à en rire, surtout que j'avais travaillé avec Éric Métayer et Jean-Luc Moreau qui m'avaient mis en scène à la Michaudière où Éric Métayer joue mon père dans une mise en scène, c'était Chat et souris que je jouais à la Michaudière. Donc en plus je connaissais le jury, enfin bon, c'est pas pour autant qu'il m'aurait mis une bonne note, hein, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais tout pour passer dans cette émission. Et non, évidemment, au moment où je me décide enfin, l'émission n'est pas reconduite. Voilà. Donc ça, c'est ma vie, en fait. C'est l'histoire de ma vie. C'est au moment où je me décide enfin à pondre mon One Woman Show au bout de 15 ans. Oh, il y a la pandémie. Voilà. C'est comme tout à l'heure, quand t'es arrivé, il y a eu un colis suspect dans le train. Enfin, ah ouais, voilà. La première fois que je vais à Saint-Germain-en-Laye. Alors pourtant, je suis née à Vélizy, donc c'est pas non plus hyper loin. Mais quand même, le jour où je vais à Saint-Germain-en-Laye pour l'interview, hop, colis suspect, on doit évacuer le train. Après, je prends le train d'après, et là, il y a un mec qui est allé sur les rails. Enfin bon. La poisse. C'est ça, c'est la poisse, mais j'ai quand même de la chance dans ma poisse parce que je rencontre. J'espère que c'est de la chance. Quoi qu'il arrive, ça reste une visibilité et même si vous venez pas. Non mais moi là vraiment, vous allez venir. Oui, j'espère vraiment que ça va faire ça le con. J'ai tellement envie que tu perces en fait. T'es trop mignon. Non mais c'est. Surtout envie de me percer. Vous pouvez éviter de remettre une nichon juste sous son nez. Tu t'arrêtes, c'est ça? De toute façon, tout le monde le pense. Je suis insupportable. Je savais qu'il me finira par me quitter. Non, je rigole. Voilà, vous voyez mon humour? Ok, on kiffe ou pas? Non, c'est juste qu'en fait. Je rigole, hein, vraiment. Je me mets à ta place et je me dis putain, si j'avais ton talent et que ça faisait des années, tu vois, que. Mais tu as un talent. Non, mais jamais je pourrais faire ce que tu fais. Oui, mais tu fais d'autres choses. Non, mais je me dis putain, on a tous un talent. C'est injuste. Faut vraiment croire en soi. Voilà, c'est le message que j'ai. À ton niveau, c'est injuste que ça ne marche pas. Mais en fait, tout à l'heure, je vais pas répéter ce qu'on s'est dit, mais certains trucs en privé, en fait, on a des points communs sur certains trucs. Et plein de fois, en fait, j'ai été énervé contre certaines personnes. Et en me disant putain mais c'est dégueulasse, putain le mec il est comme ça, moi j'essaie de tout faire, tu vois, le plus honnête possible et tout. Mais en fait bon, sur internet c'est des algorithmes et je pense que le théâtre en fait c'est une question de public qu'il faut faire revenir parce qu'en fait j'ai l'impression que la génération qui y va essentiellement c'est des gens assez âgés. Il y a des jeunes mais après je trouve que notre génération il va beaucoup moins que nos parents, enfin mes parents y allaient de temps en temps. Moi je connais pas de potes qui me disent tiens je suis allé voir une pièce de théâtre. Ils vont au cinéma et encore de moins en moins parce que maman non, mais là c'est vraiment. Mais je trouve que le théâtre en fait c'est super plus dur, c'est de plus en plus dur en plus avec là ce qu'on s'est pris pendant 2 ans. Non, mais c'est dommage le parce spectacle que vivant c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous parce que le spectacle du vivant est en train de mourir. Hein. Faut quand même, parce que je parle pas assez de théâtre sur la chaîne. Moi, je suis allé voir quelques pièces et je trouve que c'est une très belle forme d'art. Et là, quand c'est fait aussi bien, et puis d'autres pièces qui sont aussi très bien, tu vois, on en ressort avec quelque chose. Et puis t'as une vraie interaction avec les acteurs, avec les comédiens, ce que t'as pas quand tu vas au cinéma. C'est pas pareil. Bien sûr, là, t'as vraiment une vraie connexion. Et dans ton cas, voilà, c'est l'interaction avec le public que je trouve géniale.
moi, de mon côté, c'est aussi ça que j'essaie de faire un peu avec YouTube, c'est interagir un peu, c'est pour ça que je fais des IRL, et je trouve ça génial. C'est quoi des IRL ? C'est en fait, t'es vieille comme moi, mais tu connais pas ce terme. En gros, tu rencontres des gens dans la vraie vie, in real life. Oh, c'est pour pas que ça, en fait, c'est pour briser un petit peu, tu sais, l'écran. Je pensais que c'était URL, moi je ne comprenais pas IRL. Non mais c'est pour briser un peu l'écran, tu vois, qu'on se rend compte, qu'on parle ensemble, qu'on boit des bières. Bien sûr. Et je trouve que c'est ce que tu fais avec ton public, c'est que tu interagis directement avec les gens. Ça, je trouve ça vraiment top. C'est vraiment le truc qui pourtant c'est écrit, hein, c'est très écrit. Hein, ouais, mais t'arrives à... Et même, après, il y a évidemment plein c'est pas qu'il n'y a pas plein d'appros, mais c'est que... C'est écrit, enfin vraiment tout est écrit. Mais il y a vraiment de la répartie en live parce que je peux pas savoir deviner ce que quand je vais parler aux gens et que je vais leur poser une question, je peux pas savoir ce qu'ils vont répondre. Enfin, il n'y a pas des témoins, enfin des comment on appelle ça, des complices. Tu t'adaptes en fait, c'est ça qui est bien. Ouais. Que j'ai pas vu, j'avais vu Fabrice Eboué, j'ai vu Diodo. J'ai dû en voir 2 ou 3 autres. J'ai pas vu ce niveau d'interaction avec ces autres qui sont très bons. Hein. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé aussi Fabrice Eboué. Mais le niveau d'interaction que t'as, je l'avais pas vu pour l'instant. Donc c'était une surprise de dingue. Ah bah ça fait plaisir. Et donc donc qu'est-ce que tu dirais aux jeunes là qui ont envie de tout laisser tomber en se disant de toute façon le théâtre c'est trop risqué, c'est dur, je vais en chier, je préfère ouvrir des cartes Pokémon sur YouTube. Vous avez raison. Non, je rigole. Ou aux filles qui préfèrent montrer leur cul sur Instagram. Et louer de l'eau de leur bain. Mais qui ont peut-être fait comme toi, tu vois, la comédie française. Alors j'ai pas fait la comédie française, le conservatoire. Enfin, je suis passé vite fait le Cours Florent, mais j'avais 16 ans, je suis resté 3 mois. Mais ce qui est quand même un certain niveau, tu vois. Le conservatoire national, oui, c'est vrai que c'est la plus grande... Non, c'est pas pour la péter, hein, c'est parce que... Pour ce que ça... Enfin, ça m'a apporté une super expérience, des super rencontres, et j'ai appris beaucoup au conservatoire, j'ai eu des super profs, mais c'est vrai que c'est la plus grande école de théâtre de France, nationale. C'est genre le Sciences Po du théâtre, mais honnêtement... Voilà, c'est vrai que ça fout un peu les boules de voir que maintenant, par exemple, quand c'est un peu réducteur, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. Quand les directeurs de casting, il faut passer un casting, et quand t'as, par exemple, une Zaru comme moi, qui a fait le conservatoire, certes, ok, beaucoup d'expérience, théâtre, un peu téléciné, tout ça, etc., comédienne, voilà, de professionnelle, etc., mais ils vont pas me prendre moi parce que j'ai pour l'instant 1300 followers. En revanche, ils vont prendre une influenceuse qui n'a jamais rien fait en tant que comédienne, hein, j'entends, et mais qui a 1 million de followers. Bah voilà, donc ils vont voir juste le rapport lucratif, qu'est-ce qui va leur apporter plus d'argent. Ça, je trouve ça. Et ça me forcément en tant que passionnée comédienne. Depuis, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je fais du théâtre, et quand je vois ça, c'est vrai que ça fout un peu les boules, quoi. Je trouve ça absurde parce que c'est pareil dans les mais comédiens de doublage. C'est la loi c'est le problème, c'est ça, c'est que maintenant, et même partout, même au théâtre. C'est pour ça que le niveau chute, tu vois, c'est pareil dans les dessins animés, etc. Maintenant, on prend des mecs de YouTube, genre Squeezie et tout, pour faire des voix, alors que c'est pas leur métier. T'as des vrais comédiens de doublage comme Emmanuel Curtil, Christophe Lemoine, etc. Donc c'est le métier depuis des décennies. Des gens dans le câble. Et en fait, après, je veux pas me donner l'impression, tu vois, que je jette trop de fleurs, etc. C'est vraiment c'est ce que j'ai ressenti profondément. Et parce que je trouve que t'as un cachet au niveau de la voix. T'as vraiment une voix qu'on retient. Ce qui est rare en fait chez les comédiens. T'as des comédiens qui ont une voix, d'autres qui sont un peu passe-partout, et t'as vraiment une voix qui est marquante. T'as vraiment un charisme sur scène. Et donc moi je me plains du cinéma français ces dernières années. Je dis souvent, tu vois, on prend pas les bons acteurs, on prend pas les bonnes personnes. Et je te verrais vraiment dans plein de rôles. T'as un potentiel. Tu es pas de mon agent. T'as un potentiel comique de ouf. Non, malheureusement, je crois que c'est pas mon métier, mais j'aimerais beaucoup. Mais non, mais t'as un potentiel comique de ouf. Je pense même que t'as un potentiel dramatique. Oui, j'aimerais. J'ai pas joué que du. Bien sûr, j'ai joué des rôles. De toute façon, souvent les comiques regardent Coluche. Oui. Ciao Pantin, c'est un de ses meilleurs rôles. Hein. C'est des grands tragédiens. Bien sûr. En fait. Didier Bourdon, il a fait le conservatoire. Bien sûr. Parce que j'ai tourné avec Didier Bourdon. Il faut que je raconte l'anecdote, comment j'ai rencontré Didier Bourdon. Alors attends, faut que je refasse une coupe. D'accord, vas-y. On raconte l'anecdote. Tu veux me faire une coupe, hein? Moi, t'as pensé à moi? Et moi, j'ai pas de parents. Moi, je pourrais jamais rentrer chez moi. Mais tu t'en fous, hein? Tu t'es jamais demandé ce que je vivais dans la rue pendant que t'étais bien au champ à dessiner tes sacs de merde? Aline, on est reparti. La France attend, elle en peut plus. Didier Bourdon. Il y a une génération. La France t'adore, Adeline, ça y est.
Ils t'ont adopté. Donc Didier Bourdon, quelle est l'anecdote? Alors, comment j'ai rencontré Didier Bourdon? Alors, je l'ai rencontré sur la pub pour Amnesty International, faite contre les violences faites aux femmes, avec Clotilde Courreau et Didier Bourdon. Et c'était tourné à la façon d'un film de Chaplin en noir et blanc, muet. Et donc je jouais une des passantes qui passait et qui regardait Didier Bourdon en train de battre sa femme Clotilde Courreau. Et que personne disait rien, on était juste en train de regarder sans rien dire, jusqu'au moment où il y a cette actrice que j'aime beaucoup d'ailleurs, je me rappelle plus son nom, bref, qui crie. Voilà, donc on sort du film muet pour crier, pour dénoncer la violence faite aux femmes. Et donc c'était réalisé par Olivier Dahan, qui a fait La Môme, tout ça. Et donc je rencontre Didier Bourdon sur ce tournage et on discute. Ah oui, non, c'est lui qui m'entend au téléphone. J'étais au téléphone avec une amie. Je venais de tourner la pub Banque Populaire où je jouais la sœur de Cendrillon. Ok. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte Cendrillon. T'as laissé une trace là? Cendrillon! Tu vas où comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Où je jouais la sœur de Cendrillon. Donc t'as fait une pub aussi avec Nicolas Nelka, j'ai vu. Oui, qui a été censurée. Bah encore une fois, la chance que j'ai, pour une fois que j'ai fait une pub avec Nicolas Anelka pour juste avant la Coupe du Monde, juste au moment, donc la pub qui a été arrêtée parce qu'il avait insulté Domenech. Eh, baisse les yeux quand je te parle, parce que tu fais pas le poids face au Giant Max de Quick. Ok, mon petit Nico? Fais voir. Putain, sérieux? Putain, mais quelle poisse, quoi. Non, mais en fait, il faudrait juste que je fasse aussi un autre spectacle qu'avec la poisse, à la poisse. Ça serait marrant aussi. Voilà, il m'arrive à chaque fois que des... Et du coup, il a entendu ta voix au téléphone? Bourdon? Alors, non, en fait, c'est que j'étais au téléphone, il était là, lui. Okay. On était en train de tourner. Enfin, on était en pause. Hein, et donc, je suis avec une amie, je lui dis, ah, t'as vu la pub et tout, alors ça t'a plu? Ah, bon, bah, ok, merci, voilà. Et il m'entend, il me dit, mais c'est toi qui as fait la pub Banque Populaire où tu fais la sœur de Cendrillon? Je fais, ouais. Et il fait, ah, bah, bravo, elle était très bien. Et je me suis dit, en voyant la pub, tiens, bah, c'est une vraie comédienne. Ah. Donc ça a fait plaisir. Et donc là, on a discuté. Et je lui ai dit que j'avais fait le Conservatoire National, comme lui, il l'a fait aussi il y a quelques années. Donc on s'est parlé du conservatoire, etc., etc. Et puis on a bien accroché. Et du coup, il m'a donné ses coordonnées. Et je l'ai appelé pour lui dire, bah voilà, si tu prépares ton prochain film... Voilà, ça me ferait plaisir de passer le casting et tout. Ah, ok. Et justement, il m'a dit, il m'a pas dit personnellement, mais c'est son assistant qui m'a dit, justement, Didier aimerait te voir pour son prochain film. Et c'était Bambou. Okay. Et donc, je débarque au casting, donc en pensant passer le casting. Et là, je me retrouve donc avec Didier Bourdon qui m'accueille super bien. Et il y avait quelqu'un qui filmait, mais un making-of en fait. Le making-of du film. Et il me dit, bon bah voilà, donc assis-toi, et là il me sort le scénario, il me dit, bon bah alors donc tu feras cette scène, donc, et en fait moi je m'attendais à ce qu'il me fasse passer le casting, et il me lit la scène, il fait les deux rôles, il me lit mes répliques en fait, il me laisse pas lire le truc, il me dit donc à un moment donné là ça va être marrant, donc tu vas dire ça, et puis après voilà, donc il sort les dialogues, et il me dit, bon, bah écoute, c'est super, ça va être sympa, tu vas voir, donc je te laisse aller voir la costumière, pour prendre tes mesures, et puis bah voilà, on se retrouve sur le tournage. Hein. Alors je lui dis, super, génial, mais Didier, juste à quel moment je fasse le casting en fait? Ah mais non, mais c'est bon. Ah bah non mais c'est bon, t'es prise. Je fais, mais j'ai rien fait. Ah mais non, mais aussi je t'ai vu jouer dans la pub, et puis même t'es très bien, je sais que t'as fait le conservatoire, y a pas de problème. Non, c'est bon. Ah bah cool. Voilà, donc c'est la première fois évidemment que ça s'est passé comme ça, parce que autant vous dire qu'autant j'ai passé des castings pour faire de la figuration. Donc là, un casting qui se passe comme ça, c'est-à-dire un non-casting, c'est merveilleux quoi, si ça pouvait se passer comme ça à chaque fois. C'est sûr. Et donc j'ai tourné avec Didier Bourdon, et il y avait Jarry aussi. Il y avait... Jarry, l'humoriste. Ah, je vois pas qui c'est lui. Jarry quand même. Non, je te jure. Je suis pas spécialiste non plus. Humoriste. Homo. Non. Super drôle. Non, je te jure. Tu vois pas? Non. Bon bah je te montrerai des vidéos. Et tu vois, non mais t'as vraiment une voix, t'as vraiment une signature sonore. Et ah oui, attends, avant que j'oublie, je voulais tes influences. Mes influences. Ouais, les influences, les personnes qui t'ont le plus influencé dans ton jeu d'acteur, comédien, etc.
celle que t'aimes pas. Florence Foresti. Muriel Robin, Florence Foresti, Julie Ferrier que j'aime beaucoup, Blanche que j'aime beaucoup, mais bon ça c'était, actuellement Constance que j'aime beaucoup aussi. Dans les femmes, hein, après dans les hommes, Dieudonné évidemment. Ouais. J'ai été baignée évidemment par les inconnus. Donc c'est marrant parce que j'ai peu travaillé avec Pascal Légitimus, mais j'ai quand même à un moment donné collaboré un peu avec lui. Parce que pour Franck le beau gosse, ça colle. Et pour Roméo, l'éducateur... Non mais Roméo il savait pas. S'il avait su, il l'aurait dénoncé. Et puis jamais il aurait appelé Franck en pleine nuit pour venir l'aider. Et vous confirmez que Franck avait rendez-vous avec Monsieur Bélanger hier soir et que vous l'avez pas revu depuis? Oui. Il allait au Lantana Beach. C'est ce qu'il m'a dit en partant. Roméo a appelé Franck en pleine nuit. Il avait un problème de moteur, fallait venir l'aider. Et Franck est parti. Et vous étiez où? Moi, j'étais dans une chambre qu'on loue à l'année au club nautique. Justement, quand je pars pas en mer avec lui. Et Franck est revenu au petit matin et il m'a dit que le Zodiac avait coulé et qu'il avait rien pu faire. Didier Bourdon, et il manque plus que Campan. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré il y a pas longtemps et... Tu étais allé voir son spectacle, je crois, la dégustation. Oui, la dégustation que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu aussi. Toi, t'avais moyen, mais... Voilà, mais j'aime beaucoup Isabelle Carré. Moi aussi, j'aime bien. Et j'aimais bien... En fait, si tu veux, après... Non, je vais pas dire ce que je pense après des inconnus maintenant. Je vais rester très gentil. Ils sont super quand même, attends. Je vais rester très gentil. Et puis ce qui est dingue, c'est que ça vieillit pas, quoi. Ah non, par contre, les inconnus, c'est génial. Les sketchs, les Trois Frères et le Paris, c'est parmi mes comédies françaises préférées. Bah oui. Non, je voulais dire, tu t'es pas du tout inspiré de Benoît Poelvoorde. Alors, il paraît, je lui fais penser à Benoît Poelvoorde. J'aime bien, Benoît Poelvoorde. T'as des intonations dans ton spectacle, hein. Dans le spectacle, il y a des intonations des mots. Je me suis dit, est-ce que tu t'es pas inspiré un peu? Il y a une parenthèse, je trouve. Mais c'est peut-être pas du tout. Je l'aime. Après, tu sais, les influences, elles sont inconscientes, hein, parce que par contre, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, Foresti, on m'a souvent comparé, dans mon intonation, dans ma façon, parce que elle-même est inspirée aussi de Muriel Robin, de Dieudonné, de Dubosc, parce que j'aime beaucoup aussi dans les mecs. Il y en a tellement en fait. Ouais, en fait, ça ruisselle. En fait, Dieudo a peut-être inspiré le Foresti qui t'a inspiré. Mais ensuite. voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, Dieudo, ça reste quand même, malgré ses dérives, etc., ça reste l'un des meilleurs. Enfin, c'est quand même. Ouais. C'est le dieu Dieudo de l'humour. Et j'aime. Ça, il y en a tellement. Gad Elmaleh. Ah, bah, Gad Elmaleh. Oui, j'aime. Gad Elmaleh, j'aimais plus avant. Oui, j'espère qu'il t'a pas inspiré dans le fait d'aller recopier des sketchs à droite à gauche. Non. Gad Elmaleh, je l'ai eu en masterclass en plus. Tu vois, en fait, ce que je trouve, voilà. J'ai fait une masterclass avec Gad Elmaleh. Ouais. Où j'avais fait un truc, mais pas du tout comique, une scène pas du tout comique de Duringer. Ouais. Avec Jonathan Cohen, parce qu'on était dans la même école, Jonathan Cohen et moi, avant que je rentre au conservatoire. Une école qui n'existe plus depuis 15 ans, mais qui s'appelait Fame. Comme la série, mais c'était un acrostiche, formation de l'acteur au métier de l'entertainment. Donc c'était très méthode acteur studio, etc. J'ai beaucoup appris à cette école. Et après, j'ai préparé le concours du conservatoire avec les gens de cette école. Et j'ai rencontré Jarry la première fois, quand elle a joué la première de son spectacle au gymnase, parce qu'il était mis en scène par l'une de mes profs de Fame. D'accord. Et Jonathan Cohen, je l'ai rencontré à Fame, parce qu'il a fait la première école qu'il a faite, c'était Fame. Et donc on était très proches à l'époque. Ouais. Et après, moi je suis rentrée au conservatoire, il est rentré l'année d'après. D'accord. Voilà. Donc pourquoi je revenir à ce qu'on disait. J'étais sur Gad Elmaleh. Voilà, Gad Elmaleh, donc il avait fait une masterclass à l'école Fame. D'accord. Avec, non, mais après, j'ai un compte, lui, il a l'air sympa, c'est juste que je pense qu'il aurait dû avouer dès le début qu'il avait pompé ses sketchs. C'est vraiment ça qui est pas passé, je pense, tu vois, c'est qu'il est resté bloqué dans un truc. Bah après ouais. Mais non, après ce qui m'énerve, c'est pas lui directement, peut-être ce que je trouve dommage, lui il est déjà connu. Et là récemment, tu vois, je le vois passer sur cet avou. Ce que je trouve triste avec les médias français, c'est qu'ils invitent pas des personnes comme toi qui ont besoin de plus de médiatisation, tu vois, pour vendre des spectacles, parce que Gad Elmaleh, tout le monde le connaît depuis 20 ou 30 ans, le mec. Bah oui, mais c'est souvent. Ils ont pas besoin de repasser encore une énième fois à la télé, donc les médias, faites votre boulot. Ça aussi, la télé, je suis très énervé. Voilà, parce que là on a une vraie artiste.
comédienne. Gad Elmaleh, c'est un vrai artiste Actrice. aussi. Ah ouais, non, parce mais qu'il attends, il a sûrement, bon, voilà. Je dis pas le contraire, je dis qu'il a pas besoin de, Et en plus, il a même pas besoin de plagier parce qu'il est quand même très talentueux, donc. Bien sûr. Après, voilà, peut-être qu'il a, parce que je pense que quand il a été à New York, il a dû. Après, c'est vrai, quand on t'écoute et qu'on doit écrire pendant 15 ans un one man show, c'est vrai que des fois on se dit. Alors, je l'ai pas écrit pendant 15 ans, c'est que j'ai mis 15 ans à m'y mettre, en fait. C'est ça. C'est pas dur, que je l'ai pas. Après, j'ai eu plein d'idées, donc forcément, mais voilà. Donc j'ai voulu en faire un spectacle. Pour revenir au thème, c'est-à-dire que j'ai, à force de procrastiner, etc., de me dire bon, allez, j'écris ça. Après, tiens, je commence par ça. Puis on va aller là. Et puis, bon, bref. Au bout d'un moment, mon co-auteur de l'époque, Thomas Poitvin, donc, qui m'encourageait, qui m'accompagnait. Non, en fait, comment ça s'est passé exactement? C'est que il y a eu un créneau qui s'est libéré à Avignon. Il y a quelqu'un qui m'a... J'ai passé une audition pour une pièce de théâtre qui allait jouer à Avignon. Et bon, j'ai pas été prise pour cette pièce. Mais il savait que j'avais mon one woman show en préparation. Il m'a dit, j'ai justement un créneau qui s'est libéré à tel théâtre. Donc ça peut être l'occasion, vas-y. Sauf que moi, le spectacle n'était pas encore écrit. Et je me suis dit, mais c'est peut-être le meilleur moyen pour me foutre un coup de pied au cul, quoi. Et pour me dire, bon, voilà, j'ai 2 mois pour écrire le spectacle parce que Avignon, c'est dans 2 mois. Et donc, je me suis foutu ce challenge et je me suis dit, bon, voilà, allez. Donc, j'avais réservé, mais bon. Enfin, j'avais pas totalement encore réservé, mais je me suis dit, ok, on y va. Et puis, la compagnie qui m'hébergeait à ce moment-là, qui m'a proposé m'héberger, m'a dit non mais écoute Adeline, je crois que c'est trop risqué, ton spectacle n'est pas encore écrit, déjà à Avignon c'est extrêmement compliqué, déjà quand un spectacle est écrit, en place, etc., pour le vendre, pour pas perdre de l'argent, etc., donc je te conseille de vraiment c'était le directeur du Mélo d'Amélie, donc il m'a dit ne fais pas Avignon, tu vas te planter, et il a eu raison, donc je le remercie, mais par contre c'est lui qui m'a prêté son théâtre vraiment pour que je puisse le créer. Donc tout l'été, et c'est chez lui, c'est Jean-Luc Lopez du Mélo d'Amélie, c'est chez lui que j'ai fait mes 2 showcases, donc mon accouchement au Mélo d'Amélie, donc c'est 2 showcases en novembre 2019 et décembre 2019. Et donc j'ai voulu faire de mon spectacle, finalement, c'est comment c'est une nana qui n'arrive pas à faire son spectacle, en gros c'était ça les premières versions, maintenant ça a encore changé. Mais c'est toujours le même thème du développement personnel, de la difficulté à se réaliser, de comment on peut se faire parasiter par sa petite voix intérieure, par ses peurs en fait. C'est un spectacle sur l'apaisement. C'est chercher l'apaisement en fait. C'est chercher l'apaisement, l'épanouissement de soi et se libérer et devenir qui on a envie d'être. Ouais. En fait. C'est parce qu'au début c'était ça, les premières versions du spectacle, c'était une fille qui raconte comment elle n'arrive pas à faire son spectacle, comment elle se fait parasiter par ça, enfin tout ce qui l'empêche d'écrire son spectacle, mais en fait elle se rend même pas compte qu'en racontant ce qui l'empêche d'écrire son spectacle, elle le fait son spectacle. Donc c'était ça la première version, sauf que c'était un petit peu bordélique, c'était vraiment work in progress, enfin ça allait dans tous les sens, et donc j'ai vraiment voulu focaliser sur vraiment cette petite voix qui me pourrit la vie dans tous les domaines de ma vie, amoureux, professionnel, pour les castings, c'est cette peur en fait, cette peur de pas être à la hauteur, de pas être aimé, de pas être assez original. Donc le conseil, pour revenir à la question que tu m'as posée il y a 1 heure, bien joué, sur qu'est-ce que je conseillerais, quel conseil je donnerais aux jeunes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de se réaliser dans le one man show ou même woman show. Mais en fait, même c'est un conseil général que je donnerais à toute personne qui a envie de se réaliser, qui a envie de monter son projet. C'est surtout, allez-y, foncez. Ne vous laissez absolument pas décourager par qui que ce soit. Parce que tout est possible à partir du moment où on a la foi et où on va au bout de ses rêves. Rien n'est impossible. Et c'est parce que cette citation de... Comment elle s'appelle ? Ah là là, t'as pas Wikipédia, non, j'ai mon portable à charger aussi. Je me rappelle plus. Comment elle s'appelle ? Ça, je suis nulle en nom. C'est pas grave, c'est quoi la citation ? La citation, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. En gros, je crois que c'est ça. Ok. Je crois que je le dis mal, mais je pense que c'est parce qu'ils ne savaient pas que... C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Très bien. En gros, c'est parce que pour eux, ça n'a jamais été impossible. Parce que rien n'est impossible, vraiment.
Quand tu me dis c'est très courageux, etc., honnêtement, oui, mais je sauve pas le monde. Il y a des gens vraiment qui sauvent le monde. Dans ton secteur artistique, oui, dans mon secteur, mais moi je trouve ça incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est de, après voilà, c'est de voir des gens comme moi. Il y en a beaucoup quand même. Enfin, mais des gens comme moi. Ce que je veux dire, des gens. On n'a pas tous un producteur comme ça en claquant des doigts. Des très bons humoristes, etc. certainement. Mais toi, en fait, non, mais ce que je veux dire, des gens démarcher les gens. Ouais, j'en connais, des gens qui se vendent tout seuls et qui démarchent, qui vont chercher les salles, qui vont chercher les gens. Après, bon, j'ai pas vu beaucoup de gens qui. Ah oui, mais il y en a. Il y en a certainement. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de producteur et quand on fait tout seul et qu'on gère tout la com, etc. En tout cas, on commence comme ça. Mais jusqu'à ce qu'on trouve un producteur, quelqu'un qui fait ce travail-là, qui n'est pas notre boulot à la base. C'est vrai qu'on n'est pas. C'est pas. Après, ce qui est vraiment. Enfin voilà, faut quand même garder une humilité. Moi, j'ai pas la prétention de. Par contre, si vraiment, à mon niveau, ce spectacle, au-delà de faire rire, bien sûr, et de divertir, il peut booster les gens à réaliser leurs projets et se réaliser et à se dire vraiment que voilà, rien n'est impossible vraiment et que procrastiner pendant 15 ans, bon bah voilà, en même temps j'en ai fait un spectacle, cette procrastination m'a aidé à écrire ce spectacle. Et tu le joues, et tu le défends très bien. Et sans ma petite voix intérieure, bah j'aurais jamais pu faire ce spectacle. Donc je suis bouddhiste aussi, je pratique une forme de bouddhisme, et d'ailleurs j'en parle dans mon spectacle, le bouddhisme japonais, mais bon je vous laisse découvrir. Et donc c'est vraiment une philosophie bouddhiste, on est maître de sa vie, on est responsable de ce qu'on vit. Et donc il y a évidemment des... Mais la chance, on se la provoque aussi. Et lâchez rien, réalisez vos rêves et foncez. Et vos peurs, le plus important, c'est que derrière chaque peur, il y a un désir. Donc écoutez votre désir, écoutez pas votre peur, écoutez votre désir. Parce que le désir est plus fort que la peur. Et quand le désir est plus fort que la peur, bah ça vous fait devenir qui vous êtes au fond. Voilà, et on est tous... on a tous le pouvoir de réaliser qui on a envie d'être en fait, et qui on est déjà à la base. Ouais, mais... Parce qu'on est déjà. Non mais c'est ça, c'est... Non mais... On est né. Je sais même pas comment on peut exprimer tout ça avec des mots. En fait, il faut venir voir Adeline sur scène, mais c'est vraiment... il faut le vivre en fait. Vraiment, tu communiques une énergie, mais c'est vraiment l'abnégation que tu as... pour faire vivre ton spectacle. Moi ça m'a bluffé et oui, je trouve ça très inspirant. Moi ça m'inspire beaucoup et vraiment les gars. Donc tu vas l'écrire ton bouquin? Je vais le finir en tout cas. Tu vas le finir. Je vais le finir. Non mais ça m'inspire. En fait le problème c'est que c'est ça en fait, c'est-à-dire pourquoi on finit pas, parce que bon. Pour plein de raisons, mais c'est parce que souvent je me dis c'est trop merdique, c'est pas exactement comme ça que je voulais le dire. Et c'est ça la petite voix intérieure dont je parle. C'est pour ça que ça parle à tout le monde. Ce spectacle est universel, c'est pas parce que moi je raconte ma vie. De toute façon on parle toujours de nos expériences, de notre vie. Bien sûr. Mais ça parle à tout le monde parce qu'on a tous c'est cet ego en fait, c'est l'ego, c'est la petite voix qui va nous dire non tu seras pas assez bien, mais non c'est pas assez bien. On se compare tout le temps. En plus on est dans une société où on fait que se comparer, les réseaux sociaux, on fait tiens regarde lui il joue là, ah bah lui il fait ça, oh bah regarde elle est plus belle, et puis voilà. Il faut arrêter de dire il faut parce qu'il n'y a pas de il faut, mais c'est chacun, tu vois, tu dis j'ai pas ton talent. On a tous un talent, on a tous plusieurs talents même. C'est trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vibrer, et ce qui, du coup, si ça nous fait vibrer, ça va faire vibrer les autres. Mais chacun, le talent que tu vois en l'autre, tu l'as en toi en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, tu vois, c'est toujours parce que moi, pendant des années, c'est pour ça que j'ai procrastiné, parce que à chaque fois, je regardais mes amis humoristes ou acteurs, je dis, putain, mais c'est trop bien, mais jamais je ferai autant rire, mais jamais je serai aussi bien. Je voulais toujours, comme si c'était pas à ma portée. Mais fuck, chacun est unique en fait. Chacun a quelque chose à défendre, chacun a quelque chose à dire. Et c'est juste déjà commencer par se faire confiance. Mais qu'est-ce qu'on a envie de dire en fait? C'est surtout ça déjà. Pourquoi j'ai envie de faire ce spectacle? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ouais. Est-ce que c'est quoi? C'est juste pour briller, pour avoir de la reconnaissance, ou j'ai vraiment un message à dire? Bah oui, j'avais vraiment un message à dire. C'est si je peux transmettre aux gens de réaliser vos rêves, foncer et devenez qui vous êtes vraiment. Mais voilà, le pari est gagné. C'est plus que ça, c'est que tu donnes de l'énergie en fait. Tu transmets vraiment quelque chose que tu as en toi. Mais c'est pour ça que je vous dis, faut vivre le spectacle. Donc Adeline, tu reviendras ici. Avec grand plaisir. On fera des vidéos, je suis sûr que vous allez l'adorer. Donc les mecs,
Messieurs, dames, 30 juin à l'Européen, énorme IRL, spectacle d'Adeline, on va se bourrer la gueule après. 19h30. Vous allez passer une Et il y aura super peut-être soirée. un karaoké aussi. Ça va être top. Adeline, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être Bah, venue. merci C'est un à grand toi, honneur. vraiment merci à toi et très belle rencontre. Et, C'est un honneur. et j'ai hâte de vous rencontrer aussi derrière. Des artistes français comme toi, ça m'inspire, vraiment. Bah, Donc, écoute, merci merci beaucoup. beaucoup de m'avoir donné cet vraiment, espace, cette visibilité. Et j'espère vraiment que vous viendrez, que vous allez aimer aussi. Et que, enfin, surtout, on s'en fout de ça, qu'on va se marrer. Et que vous en sortirez reboosté comme toi. Ils vont adorer. Ils vont adorer. Bah, j'espère. Messieurs, dames, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Namasté. Présente, je m'appelle Elvire. Bon, rassurez-vous, je suis pas schizo, hein, non, c'est juste ma petite voix intérieure, voilà, qui me pourrit la vie. À cause d'Elvire, je me fais virer de partout, des castings. Ah, qui danse au papier de toilette avec on va pas crier Adeline pour qu'elle revienne. Des mecs. Oh là, Cheka. Et les doigts téléchés. Et voilà, il m'a largué comme une merda. Donc, pour virer Elvire, j'ai essayé plein de méthodes de développement personnel. Eh bien, cette Elvire, c'est votre enfant blessé intérieur. Il n'y a pas de méthode pour apprendre à guérir son enfant intérieur. Enfin, pourtant, j'en ai essayé. Hein. Les 4 accords Toltec ou l'épanouissement grâce à la sagesse Inca. Ah, ça me parle, parce que moi aussi, je suis un cas. Ça va être le one, ou plutôt le two woman show de l'année. Vous allez être élu, bouleversé, changé. Oui, vous allez voir un beau